Comment ça va, Mina? Ça va. On se met en laine Bah écoute, moi le froid s'annonce? je suis très frileuse, donc bon, le Oui. froid, non, non. Pas, non, ça augmente hein, par rapport à hier, à avant-hier. Ah, pourtant, ce matin, il a fait vraiment frais. Hein. Il a fait frais ce matin? Oui. Ouais, ah ouais. Ouais. Bah moi, je le ressens doublement, je suis frileuse, Voilà, donc tu le ressens doublement. Moi, je t'ai vu en laine, je me suis dit, bon, peut-être qu'elle va nous annoncer peut-être que, mais non, non, non. un non. temps hivernal. Ah non. Bon, en attendant l'hiver, hein, on a En quelques attendant jours l'hiver. encore pour recevoir l'hiver. Ça va, Mina? Exactement, ça va. Ça se passe bien? Très bien. Alhamdulillah. Alors aujourd'hui, notre ami Ahmed Kariga Hassan va nous emmener du côté du 9e siècle. Donc ça va être vraiment un voyage dans le temps qui va nous proposer afin de nous faire découvrir le premier poète algérien, donc, qui est né au 9e siècle. Il s'agit de Bakr Ben Hamad. Et aujourd'hui aussi, ou cette semaine, la faculté des sciences de l'information et de la communication, c'est la faculté dans laquelle j'ai grandi d'ailleurs. Ah, Eh ben oui, donc c'est un beau voyage. un que beau tu vas voyage. faire. Parce que Ouais. en fait, cette semaine, la faculté des sciences de l'information et de la communication célèbre son 160e anniversaire. C'est l'une des premières facultés de journalisme dans toute l'Afrique, d'ailleurs, pas seulement en Algérie. C'est l'une des plus anciennes. Donc, la célébration va se dérouler cette semaine, lundi et mardi, donc 9 et 10 décembre. Et aujourd'hui, nous allons revenir un petit peu sur les préparatifs de cette célébration et aussi un petit peu l'historique donc, de la faculté, puisqu'elle est passée par plusieurs étapes de son évolution. Effectivement, donc paraît-il, on a commencé avec des promos d'une vingtaine de personnes. Ah, On parle des années 60. on parle des années On 60. parle de 1964 particulièrement. Hein. J'imagine maintenant. Voilà, 2 ans après l'indépendance. Ouais. Voilà, aujourd'hui, on est à un peu plus de 1000. C'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est impressionnant l'évolution. Alors on va parler de tout cela dans un petit moment. Et aussi Nabil Kitouni, comme chaque samedi, sera parmi nous ce matin. Cette fois-ci, il va revenir sur une nouvelle sortie cinématographique. Il va revenir sur un film algérien, donc fraîchement sorti au cinéma. C'est le film donc Adieu, et il va recevoir des invités pour revenir un petit peu sur le déroulement de ce film. Et aussi, on va parler de sport, la boxe. J'aime bien. Tu aimes bien? Oui, Ah d'accord. j'aime bien. Ça te ressemble pas? Pourquoi? Euh, Oui, non, Enfin, non, mais je trouve c'est, pas. Non, mais c'est pas violent la boxe. Ah non, 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 moi je trouve pas. ah du tout. Non, bah non. Ah d'accord. Non, Bon, non, mais la perception des choses change hein, finalement. t'as des hein. gants, donc voilà. Et après ouais. on se salue, donc Ouais, il bien n'y a sûr. pas de rancune. Ouais, bien sûr. Mais aujourd'hui, on va parler d'une boxe quand même assez particulière parce Oui. que c'est boxe thérapie. Enfin, on va en parler un peu plus. hein. Ça doit être bien, ça, Voilà, je pense. ça doit être bien. Et on terminera l'émission comme chaque samedi en compagnie de notre amie Amina Zéré aussi, donc qui recevra des artisans pour cette matinée. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Mais sinon, il va faire beau aujourd'hui finalement? Il va faire plutôt beau, mais il faudra s'attendre à un petit retour des pluies à partir de ce soir. Ah bah voilà, bonne Voilà. nouvelle et on aura plus de détails juste après cela. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Et voilà, donc Mina nous annonce depuis pour ce soir, n'est-ce pas Mina? À partir de ce soir, oui. Inch'Allah, Donc, et c'est plutôt vas-y, une bonne donne-nous un nouvelle. peu plus de détails. Merci beaucoup Nol. Alors bonjour à tous et très bon réveil. Eh bien un temps plutôt agréable hein, pour aujourd'hui vers l'ouest et le centre, passagèrement nuageux vers la partie est avec quelques pluies en journée. On notera des pluies, hein. Les pluies vont faire le retour à partir de ce soir, notamment sur le centre et elles risquent de s'accentuer en deuxième partie de nuit sur les régions sahariennes. Eh bien on notera un ciel plutôt dégagé sur le Nord Sahara, le Sahara central ou encore l'extrême sud. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera des températures qui vont varier entre 21 et 24 degrés vers les régions côtières. On notera 19 degrés du côté de Tiaret et Constantine Galma, 18 à Batna, 26 degrés à Tlemcen, 22 degrés Gardaya, 23 degrés Bachar, 25 à Tindouf et enfin 27 degrés pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. Eh bien, on notera une mer très agitée vers les côtes de l'Est, agitée sur le centre, peu agitée vers les côtes de l'Ouest avec des vents entre 20 et 40 km/h vers la partie ouest, entre 40 et 50 km/h sur le centre et enfin entre 30 et 50
km/h vers la partie est. On passe tout de suite à l'Europe, bien pour cette journée, des pluies à Paris ainsi qu'à Londres et Berlin, un ciel peu nuageux dégagé à Madrid, Lisbonne. Côté température, eh bien, on notera 6 degrés à Berlin, 11 à Paris, 14 à Rome, 8 à Londres, 14 à Madrid et enfin 16 degrés à Lisbonne. Encore une fois, très bonne matinée et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et voilà, on notera une petite hausse quand même, Mina, Petite hausse, de oui, par rapport à température. hier et avant-hier. Voilà, par rapport à hier et avant-hier. Voilà. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Merci. Mina, pour les nouvelles Avec plaisir. d'aujourd'hui. Mais avant de se quitter, nous avons un petit message à faire passer à une très très bonne amie, à nous, à notre collègue, au nom de toute l'équipe de Bonjour d'Algérie, de toute l'équipe de la Régie 7. On souhaite un joyeux anniversaire à notre amie Nora et on lui dit, Inch'Allah, beaucoup de belles choses, félicitations, Inch'Allah, longue vie en notre compagnie. Une femme exceptionnelle. Effectivement, une femme exceptionnelle. Tu voudrais peut-être lui présenter des vœux ou tu vas directement la voir en régie? Non, je vais la voir en régie, mais je vais quand même lui présenter des vœux. Voilà. Bon anniversaire, Nora. Eh bien, beaucoup de bonheur. Tu es une femme exceptionnelle. On t'adore et on t'aime. Et voilà, donc encore une fois, Mina, elle a plus de chance avec moi parce qu'elle va te voir juste avant, Eh oui. juste avant moi, voilà. Mina, on se voit tout à l'heure. Avec plaisir. Après journal télévisé du midi, on se Tout donne à fait. rendez-vous après celui de 19h, donc celui de pour plus 19h. de détails à 9h30 comme d'habitude. Pour un café. Pour un café, voilà. Merci beaucoup Mina, Merci. allez à tout à l'heure et ce sera pause musicale comme d'habitude en compagnie de Rim Hakiki, on se retrouve juste
Rime haqiqi, comme je vous le disais ce matin, notre ami Ahmed Grigassine va nous emmener du côté du 9e siècle pour nous faire découvrir une autre personnalité, mais ce sera juste après cela. Ahmed, bonjour. Bonjour Nour, bonjour à tous les téléspectateurs. Sabah al-khair alaikum, naharkoum mbarouk. Ibarak fik, Allah yaslamik. Aïch, Allah yaslamik. Donc voilà, donc on revient et on revient au tout début, donc au commencement du début. Finalement. Finalement, on revient parce que il y a des points d'interrogation en fait, tout ce qui s'est passé en Algérie, la migration. Donc on sait qu'il y a eu de grands noms, on sait qu'il y a eu le Abdelkader, Ali Bi- des personnalités qui sont. On ne connaît pas beaucoup d'informations sur leur activité, sur leur production. On a des doutes, on hésite un peu à, à mettre un peu de lumière. Mais bon, il faut revenir au tout début, au commencement. Donc avec l'islamisation de l'Afrique du Nord, il y a eu la construction de l'Fostat, il y a eu le Kairouan, Kairouan, qui est devenu un centre intellectuel très important. Tout de suite après, on a même 3 ou 4 centres intellectuels en Algérie. Dans le
dans les l'un des premiers, c'est les premiers. Alors, on aimerait bien avoir une copie. Souhait, on a l'impression que C'est un des premiers. Donc, c'est les premières éditions hein, donc, de l'Algérie indépendante. Je pense que c'est les années 60-70. D'accord. Donc, c'est un travail. Mohamed Ben Ramadan Chaouch a fait beaucoup de travail sur la poésie en Algérie. Donc, il a même un dictionnaire des poètes algériens. Donc là, c'est une photo que j'ai prise du net sur Tlemcen, donc le vieux Tiahert, pardon, la vieille ville. Donc ce qui reste, donc c'est là où il a vu le jour, où il a été élevé. Donc là, on est au 9e siècle. Hein. Là, on est vraiment au 9e siècle, exactement. Donc s'il y avait par exemple des films 3D, donc on aurait pu voir la ville, comment elle était, la muraille, la mosquée, tout ça. Donc bon. Les ruines déjà nous donnent un petit peu une idée de l'architecture. On est à 1100 mètres d'altitude. Donc c'est une ville très isolée, elle est surélevée. Mais il y a des sources d'eau, bien sûr. Et donc, c'est quelque chose qu'ils ont développé pratiquement ex nihilo. Donc, c'est une ville très intéressante avec beaucoup d'histoire, Tiahert. Donc, il a eu à la fin de sa vie, pendant un voyage, il était avec son fils, il se déplaçait. Et donc, on dit que des brigands les ont entourés comme ça pour leur voler ce qu'ils avaient. Donc, ils ont essayé de se défendre et son fils a perdu sa vie. Donc là, c'est l'une on ne peut pas imaginer la douleur d'un père, d'une mère à la perte d'un fils. Donc là, justement, il nous a laissé un poème donc, sur ça. Donc il dit tout simplement ça, c'est un poème de deuil, si tu veux, de regret sur son fils. On dit ta'bin en arabe. بكيت على الأحبة إذ تولوا ولو أني هلكت بكوا علي فيا نسلي بقاؤك كان ذخرا وفقدك قد كوى الأكباد كيا. Donc je vais pas continuer parce que c'est émouvant quand même. Hein. Bien sûr. Mais c'est écrit avec un arabe classique quand même, j'ai envie de dire, très accessible. C'est très simple comme... Oui, mais il faut le faire parce que Parce que quand on parle du 9e siècle, on a vraiment l'impression qu'on va Mais avoir lui, on le compare à Abu Tammam, le Mutanabbi, etc. Donc c'est pas l'un des moindres. Hein. Oui. Donc il est vraiment classé au top dans la civilisation, dans le patrimoine, la littérature arabe. Donc c'est vraiment, il a marqué son époque et c'est la référence. Quand on parle
de l'Afrique du Nord en termes de poésie au IIIe siècle de l'Hégire, le premier c'est Bakr ibn Muhammad. Il a vraiment marqué. Il a pu s'imposer, voilà. effectivement. En plus, il faut dire que c'est un peu l'âge d'or aussi de la Exactement. poésie. Oui, donc, bon, si on- après l'islamisation. Exactement. Si on parle de trois, donc on sait qu'on est en plein élan et expansion de la civilisation musulmane dans tous les domaines, et on trouve Bakr ibn Muhammad qui se distingue. Donc il y avait pratiquement personne donc dans toute l'Afrique du Nord, il n'y avait pas de grand nom, mais lui il est là, il est parti à Bagdad tout de suite très jeune. On l'a présenté à Al-Mu'tasim, donc c'était vraiment quelque chose. Et cher, la poésie c'est quelque chose. Quand on lit un poème, on se dit « Oh, c'est magnifique » parce que ça exprime une partie que je ne peux pas exprimer. On s'identifie. Et on s'identifie, et encore plus fort quand on dit qu'on peut faire la même chose parce que les mots sont simples, Oui. mais on ne pourra jamais faire la même chose parce qu'il faut avoir l'âme d'un poète. C'est ce qui distingue les poètes des gens comme nous. Peut-être pas comme toi, mais beaucoup moins comme moi. Bah, pareil pour moi. Mais, Sinon, on mais quand dit- je comprends une poésie, je me dis, tiens, c'est. Parce que là, c'est on du arrive cher. à comprendre, voilà. Mais si c'est agencé des mots l'un derrière l'autre, on parle de nadm. Donc c'est comme si on a agencé, on a mis les mots, on les a alignés pour exprimer quelque chose tout en respectant les règles. Par contre, si c'est de la poésie, ça coule de source et c'est fluide et ça vient comme ça. Il y a aussi un autre poème qui est tout aussi intéressant. Quand il a fait Ratha ala nafso, donc il a fait, comment on dit, sur lui-même. Donc Ratha, c'est le deuil, si tu veux. Donc c'est l'éloge qu'on fait à la fin de la vie de quelqu'un. Donc il a parlé de lui-même. Donc et on n'a qu'un seul vers de ce poème. أحبو إلى الموت كما يحبو الجمل قد جاءني ما ليس لي فيه حيل. Donc la mort arrive, donc il parle de ça, donc il attend sa fin parce que il a vécu 96 ans. 96 ans, donc à la fin de sa vie, il a perdu son fils, il a perdu pratiquement tout le monde à 96 ans, il n'y a plus personne qui reste. Après, donc, 96 ans, c'est un âge très avancé. Très avancé à cette époque. Donc, et il dit aussi dans ça c'est le شعر الزهد il dit تبارك من ساس الأمور بعلمه وذل له أهل السماوات والأرض ومن قسم الأرزاق بين عباده وفضل بعض الناس فيها على بعض. Les mots sont simples, mais il faut le faire. Donc tout ça. En fait, on arrive à comprendre. Voilà ce que je voulais dire. On arrive à comprendre aisément et facilement la poésie. La complication est venue par la suite. Donc au tout début, donc il y a aussi la poésie de l'Jahiliya. C'est pratiquement, on se pose toujours la question, est-ce qu'elle est authentique ou pas? Mais la poésie de cette période, quand on lit le Moutanabbi, on arrive quand même à comprendre. Quand on lit, comment on l'appelle, Abou al-Ala al-Ma'arri, quand on lit tous ces noms, Abou Tammam, mais on arrive quand même à comprendre Abou al-Ala al-Ma'arri, Moula, واسمها صاحي هذه قبورنا تملأ الورى فأين القبور من عهد عهدي أبكت تلك الحمامة أم غنت, donc etc. Donc غير مجد في ملتي واعتقادي نوح باك أو ترنم شادي. Donc, quand on lit, on peut comprendre. La complication est venue par la suite quand il y a eu un certain développement et les poètes ont essayé de se distinguer voilà, malgré. plus, Donc, ils ont commencé à chercher les mots les plus difficiles, gharib al-lugha. Donc, on appelle ça takalluf, shi'r takalluf. Il est venu quelques siècles après, mais pas pendant ce siècle. Pendant ce siècle, c'était vraiment l'âme poétique qui était très forte. C'était l'émotion qui s'imposait, qui donnait l'inspiration à l'instant T pour l'écriture, la rédaction. Exactement. Ça, c'est Bakr ibn Muhammad. Donc, on attend toujours que par miracle, Inch'Allah, il y a un manuscrit qu'on découvre par-ci ou par-là, ou peut-être qu'il y a toute la collection de ces poèmes, donc diwan complet quelque part. Donc on aimerait bien, parce que de temps en temps, on a ces miracles qui arrivent dans la recherche en termes de manuscrits, en termes de recherche peut-être archéologique des fois, on tombe sur des perles comme ça. Mais ça, c'est Bakr ibn Muhammad, l'un des premiers fruits de l'islamisation de notre pays. Et c'est une fierté parce qu'il était zénith, donc c'est un authentique Algérien qui tout de suite a
a s'est commencé imposé à- il s'est dans tout imposé, le monde arabe, exactement, musulman, finalement. Exactement. Donc il est quand même incontournable. Voilà. Et je ne sais pas si on a encore des informations sur sa vie. Donc la fin de sa vie, il a passé où? Si on a l'information après, On parce qu'on croit connaît pas qu'il est beaucoup de choses de décédé lui. à Tihert. Ah, Parce donc que il est peut-être revenu. il a fait les va-et-vient, donc il est parti partout. Donc on le retrouve à Kairouan, en Égypte, à Bagdad, puis il revient chez lui, puis après la perte de son fils, on croit qu'ils partaient les deux donc vers El Kairouan, mais apparemment il est décédé chez lui à Tihert parce qu'il a fait il a fait tout il s'est baladé partout à la fin, donc il a terminé sa vie à Tihert. Mais c'est quand même une personnalité qui a marqué Oui. la civilisation islamique et c'est l'une des fiertés de Puis l'Algérie. j'imagine qu'il a ouvert la porte après à plusieurs générations de poètes. Oui, certainement. on connaît quand même, je ne me rappelle pas, mais il y a quand même, on dit qu'il a eu des disciples. Entre autres son fils qui a perdu. Donc son fils il s'appelait Abdelrahman comme son grand-père. Oui. Donc non, on dit que lui il était Abu Abdelrahman. Donc il a porté le surnom donc sur son fils Abu Abdelrahman. Donc on connaît que est-ce qu'il n'a eu qu'un seul fils? Est-ce qu'il a eu plus? Est-ce que, donc, bien sûr, il s'est marié sûrement, ou avec qui, donc, dans quelles circonstances? Donc, il y a beaucoup de points d'interrogation sur sa vie, donc en tant qu'être humain, et puis surtout sa production littéraire et sa production scientifique, parce qu'en plus, il était linguiste, il était grammairien, il était muhaddith, parce qu'à l'époque, on avait tendance à être encyclopédiste. Voilà, pluridisciplinaire. Exactement. Donc voilà, on a essayé de présenter un peu Bakr ibn Mohammed. Une autre fierté pour l'Algérie, finalement. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci à Ahmed, vous. pour cette belle découverte. Encore une fois, on se voit samedi prochain. Inch'Allah. Inch'Allah, pour une autre rencontre. Inch'Allah, ya Rabbi. Alors, une semaine qui s'annonce avec des activités ou c'est encore calme pour l'instant? Aujourd'hui, il y a quelque part, il y a un hommage qui sera rendu à professeur Saïd Chiban. Ah, donc il y a un hommage d'accord. qui se fait donc, à Alger. Rabbi yarhamou, c'est bien que les gens se rappellent de lui. Effectivement, effectivement. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Ahmed, bonne semaine à toi. On se retrouve Allah samedi yaslamik. prochain. Inch'Allah, on continue cette fois-ci. Nous allons aller à la découverte d'une pièce théâtrale très particulière, puisque cette pièce théâtrale a été jouée par des enfants trisomiques. C'est Samia Bouarour qui s'est intéressée à cette pièce dans ce reportage. On se retrouve juste après. Les enfants trisomiques font briller les planches du TNA à travers une pièce théâtrale intitulée Mahkamat al-Ghaba, le tribunal de la forêt, la première du genre au niveau national. Le théâtre nous apporte beaucoup. On s'exprime mieux à travers les paroles et les gestes. On se libère. Merci aux organisateurs. Je me suis sentie comme une vraie princesse sur scène. Merci à l'association Mafatih al-Jannah. Nous avons tracé un programme diversifié pour aider ces enfants à mieux s'intégrer dans la société. Ils font du théâtre et plein d'autres activités. L'association a mis en place une plateforme numérique pour communiquer avec les parents pour le suivi de leurs enfants. Ces enfants qui ont excellé dans leur rôle ont démontré au public le temps d'une demi-heure leur capacité d'apprendre le texte et de l'interpréter à la perfection, et ce grâce aux efforts du metteur en scène, du scénographe et tout le staff technique et artistique, ainsi que l'association qui a organisé cette activité Mafatih al-Jannah. Je suis le metteur en scène. Moi et mon staff, nous avons tout donné pour la réussite de cette pièce, qui est la première représentation professionnelle pour cette catégorie. L'idée, dès le début, c'était de faire un spectacle pour ces jeunes trisomiques, car on a découvert que le théâtre est une thérapie pour eux. On a décidé de faire un spectacle techniquement professionnel, donc on a joué la scénographie virtuelle, on était vers la scénographie virtuelle. C'est une nouveauté dans la scénographie.
Les représentations de ces enfants atteints de trisomie 21 ont émerveillé le public. Le spectacle اللي شفناه aujourd'hui في التيانا من إنتاج جمعية البرج تاع المصابين بمتلازمة داون. شفنا حاجة بور انفون، عطتنا ان بو دو فريشور، شفنا لي زاكتيفيتي تاعهم، شفنا حياتهم من واحد المنظور آخر. حاجة هايلة نتمناو نشوفوها بزاف. C'est une démonstration extraordinaire qu'on peut effectivement intégrer cette catégorie de gens qui peuvent faire des manifestations culturelles, qui peuvent être intégrés aussi dans le circuit économique, qui peuvent demain prétendre à des emplois. Je suis venu assister au bonheur qui était sur le visage des enfants. C'est quelque chose, je ne sais pas, c'est quelque chose d'inestimable. L'innocence. Un message pour la paix a été prononcé par ces enfants pleins d'innocence qui sont une partie intégrante dans la société et qui méritent d'être encouragés. Effectivement, une très très belle pièce théâtrale qui montre encore une fois la capacité de cette frange de la société qui peut toujours nous impressionner. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser, nous allons toujours rester dans l'art. Cette fois-ci, ça va être le 7e art, cinéma en compagnie de Nabil Kitouni, mais ce sera juste après cela. Et de retour sur le plateau, Nabil, bonjour. Bonjour. Alors Nabil, aujourd'hui, film exceptionnel, sortie exceptionnelle, invité exceptionnel. On commence, allez, on va faire le invité exceptionnel. Allez, invité. J'ai du mal à dire invité parce que normalement il est Mouldar. Mouldar, ouais, voilà. Ouais, voilà. C'est clair, c'est clair. Action. Mouldar, action, allez, action. Voilà. Allez, Nabil. Bonjour. Hicham, bonjour. Excusez ce petit retard, mais pas un retard, hein, c'est un on se fait désirer un petit peu. Hein. C'est la signe de la. Hein. Il est là. Mais bien sûr que je devais être là et obligatoirement, car avec cet événement, ce bel événement qui est la sortie du film. C'est vrai. Film algérien, ça fait longtemps. Algérien, 100% algérien. 100% algérien. On a fait la diffusion hier à Oran. Un genre particulier. Un thriller. C'est un des films dont j'ai parlé la semaine dernière. J'avais annoncé la sortie, qui porte 2 titres, les titres en anglais et un titre algérien. Ne me dites surtout pas pourquoi. Alger, c'est pourquoi 196 mètres, parce que si on dévoile ça, c'est un petit peu c'est l'énigme, tu ne peux pas dévoiler. On va laisser, Voilà, et vous avez un des acteurs de ce film, un des acteurs phares, qui prend un rôle. C'est-à-dire, typiquement, c'est les rôles de mentor, le flic qui a eu d'expérience et tout ça. En fait, c'est ce qu'on disait, porteur d'histoire. Porteur d'histoire. Parce que c'est ça aussi, c'est que les acteurs de ce film, Hicham Bessoua, Nabil Asli, Ali Namous, Mri Meshkan, ce ne sont pas des acteurs inertes dans le sens, ils sont tous porteurs chacun d'une histoire et qui fait partie, c'est des histoires qui font partie de l'énigme. Il n'y a pas un acteur qui est balancé comme ça, mais on sent qu'il y a quelque chose derrière. On sent à travers, c'est-à-dire l'interprétation, il y a bien sûr, je dirais, l'histoire elle-même et les acteurs comptent, c'est-à-dire je veux dire, l'histoire elle-même. Il y a un passif qui, en quelque sorte, interfère un petit peu sur l'histoire du film. Je n'en dis pas plus, mais je laisse Hicham. C'est très juste ce qu'il vient de dire, parce qu'on a eu une discussion après, après la diffusion avec le réalisateur Shakib Taleb Ben Diab, sur ce qu'il dit lui sur cette ingénieuse distribution de comédiens de différentes générations. Il le voulait tant, parce que chacun, comme il disait, est porteur d'histoire à sa manière et en tant qu'acteur et en tant que citoyen algérien et même citoyen du monde. Donc, il voulait cet amalgame un petit peu. Il y a du vécu, c'est des choses. Il y a beaucoup acteurs, de vécu. Même dans le rôle, c'est-à-dire, vous sentez le personnage qui a du vécu, qui a derrière lui beaucoup d'années d'expérience. Vous avez un jeune loup, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans le jargon dans le film. Nabil, tu as assisté au tournage déjà. Quand on était à Bollorène, tu es venu furtivement voir. Et tu as dû remarquer qu'on était, j'allais presque dire, pas normaux. Nous n'étions pas dans un état normal. Nous étions dedans et vous êtes imprégné du personnage. Et plus que ça. Il y a imprégné et il y a être dedans et ne pas en sortir durant 27 jours.
C'est ça la clé de la réussite. Il fallait être concentré sur ça. Alors, si vous permettez, juste parce que là, on en parle, j'imagine que nos téléspectateurs sont un petit peu sur leur faim. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la fameuse bande-annonce. La fameuse bande-annonce, allez, on vous la propose et on se retrouve juste après. غلق عينك نفس معايا 1 2 3. Les habitants de la wilaya d'Alger doivent composer depuis plusieurs mois avec des coupures d'eau potable. سوسبي يعرف السكتور ما تحقوش بسينا واحد مهبول يلا اغريسي من هذيك وهي تهبل في الكوميساريات غير باش يحطوها في لي زافير كيما هادو بيان سور افيك الوضعيه اللي ماهيش مليحه الناس ولا تامن بلي تيوري لي كومبلو ما بقى والو سامي ماشي المره الاولى تاعو يعرف مليح الحومه سينو علاش يدير ماسك وحده في الطوموبيل في الليل باش ما يعقلوش الطفله يعرفها شايفها كل واحد فينا يحسب بلي عنده الحق عنا وين نروح Voilà. Ah, on est revenu. Ouais, voilà, t'étais encore. Vous avez vu moi-même qui ai vu le film, je suis encore, je replonge. Merci Nabil, hein, parce que moi j'étais vraiment figée, mais alors. Vous allez venir tout à l'heure à 14h. Ariel, je ne vais pas rater. Ah, voilà. Certainement, certainement c'est un événement à ne pas. Je t'avais dit tout à l'heure, c'était la dernière fois que c'est un film à ne pas rater. C'est ce que tu m'avais dit, effectivement. Il y a des films actuellement. Mais on l'avait dit aussi, Nabil et Hicham, on l'avait dit la dernière fois, qu'on n'a pas l'habitude finalement d'aller vers ce genre, voilà, vers ce genre cinématographique. Donc c'est un peu nouveau. Alors, paradoxalement à ça, chose qui existait beaucoup en Algérie dans les années 70, les 80, Nabil, hein, il y avait beaucoup d'auteurs et beaucoup de scénaristes qui avaient cette plume. Maintenant, le retour avec Cheikh Ibn Bendieb, justement, ce que je disais, il fallait assister au tournage, car ce monsieur avait tout organisé. Il avait ses séquences découpées dans sa tête. Il venait, il ne parlait pas trop, on va faire ça, ça et ça. D'une organisation très, très méticuleux et à cheval sur la direction d'acteurs. Ce genre de film nécessite aussi beaucoup de références dans la vie, de références artistiques. Nabil, on en parlait beaucoup sur les films. J'ai eu l'occasion de recevoir, exactement. Voilà. On a parlé de films sud-coréens, policiers sud-coréens. Tout à fait. Il y a des clins d'œil sur ça, et même dans... C'est de courts-métrages aussi. C'est les courts-métrages aussi, et c'est quelqu'un qui a fait ses gammes. Il a fait ses gammes, comme dit si bien Hicham. Il sait ce qu'il veut, il sait où il va. Et ça, c'est très important chez un réalisateur. Même pour rassurer, je veux dire, mettre en confiance les comédiens. Dès la première lecture, ce que m'expliquait la dernière fois Hicham, il était déjà emballé par le projet. Et comme disait Nabil Asli hier à la conférence au public oranais, il leur a dit quelle chance, nous avons eu une chance extraordinaire et le temps de répéter. Parce que ça n'existe pas, c'est très court. On peut pas. Là, on a eu la latitude, on a eu presque 20 jours de répétition avec Meriem Mejran, avec Nabil, Ali. Ça, c'est une chance. Et aussi, on a vu tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup d'autres acteurs comme Karachni, je dirais, Karachni, Souad Sebki, qui est un petit peu fatigué. J'ai su hier, Rabbi Shafi, Inch'Allah, Souad Sebki, qui est porteuse d'une histoire au Théâtre National. Et comment évoluer avec ces gens-là? En tant qu'acteur, est-ce qu'on doit être égoïste et jouer à sa juste mesure? Est-ce qu'on doit composer avec l'autre? C'était très difficile. Attention, la scène de Nabil et moi au restaurant,
Elle s'est pas passée comme ça. L'idée des cheveux plaqués, Gomina le flic, ça c'est ce que tu as suggéré, je dirais, au réalisateur, c'est ton petit plus ou c'est dans hein? C'est un peu dur d'en parler un petit peu, mais... Ah, le soupir en dit long. Hein. Non, croyez-moi, il y a eu... Dur pour les cheveux ou dur pour... Non, dur pour l'incarnation du personnage. J'ai fait appel à ma mémoire affective un petit peu et c'était beaucoup de gens que j'ai connus. Ça, c'est Chakib Talbendiab, exactement. Et c'est un hommage à beaucoup de gens qu'on a perdu en cours de route et qui ont réellement existé. Et qui avaient même ces attitudes-là. Voilà, j'ai fait un travail, c'est un petit hommage, douloureux ou heureux, mais voilà. Et Chakib avait cette capacité, justement. C'est pour ça qu'il faut se dénuder devant un réalisateur. Il faut se donner pour pouvoir être dirigé. Là, il m'a beaucoup enlevé. Merci pour le mot. Tu avais dit douleur. J'ai l'impression que les personnages ont ce lien entre eux, c'est cette douleur cachée, chacun à sa manière, il y a une douleur. Et voilà, franchement, c'est ça qui vient. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que Chakib est un. Là, c'est Nabil Asli dans la avec Ali Namous, Hicham. Ali Namous, qu'on verra bientôt dans le film. Ali Namous, moi, je l'appelle la bombe atomique. Sur la fiche. Oui, c'est pour ça que j'ai parlé des cheveux plaqués. Méconnaissable, hein, sur la fiche. Vous l'avez su. Et Ali Namous, qu'on verra bientôt dans le film Zéro Youssef. C'est un phénomène, Ali Namous. C'est un phénomène d'acteur. Et qui va venir, il va faire mal. Qu'est-ce que parler de douleur, chacun porté par les personnages, et c'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est ce lien-là qui vous. Et Ali Namous l'a dit, Thriller, il a dit, si tout le monde avait raison, chacun croit qu'il a raison. C'est ça la communication qui manque beaucoup. Chakib a beaucoup souligné sur le manque de communication. Et chacun croit qu'il a raison. Alors mettons les pieds dans l'eau un petit peu et on s'écoute. Il faut s'écouter pour pouvoir avancer. Là, c'est toute l'équipe. Ça, c'est à Oran? Non, ça, c'est Alger, à l'avant-première, il y a un mois. Il y a un mois, exact. Voilà. Et il ne faut pas oublier que le film a remporté un prix, il y a des prix, comme je vous ai dit. En Rhode Island, oui. Rhode Island, le Grand Prix. Connu pour le cinéma indépendant, parmi je ne sais pas combien de copies, 70 000 ou 7 000. Si le chiffre est exact. Et le film a remporté un prix. Ça aussi, il faut sélectionné à Valence, sélectionné à Festival Gouna. Et je crois que c'est aujourd'hui ou demain pour le résultat final, je crois, pour la préliste des Oscars. On est dans la préliste des Oscars. Le film est proposé par l'Algérie pour représenter l'Algérie aux Oscars. Exact. Donc, tout s'enchaîne, Nabil, finalement. Parce que je pense que c'est le renouveau du cinéma algérien, disons-le. Le bonheur. Il y a un beau travail qui se fait, effectivement. Il y a plein de tournages en ce moment de cinéma, de films cinématographiques. Ce qui est beau, comme on l'avait souligné, ce qui t'a donné envie de voir le film, c'est que cela fait longtemps qu'on n'a pas eu ce plaisir que le film ne soit pas seulement visionné et projeté lors d'un festival, que le public, le grand public, aura l'occasion de voir ce film. Et apparemment, c'est un film, si je me rappelle bien, comme La Dernière Reine, qu'on voyait ce film-là, c'est un film qui draine un public, large public. Les gens sont conquis, c'est-à-dire dès les premières images, ça marche. À Oran, c'était phénoménal. Et ce qu'il le dit, Chakib, très bien d'ailleurs, c'est un film, on peut le voir tous ensemble. En famille, à la maison. Exactement. On ne peut pas se cacher. Non, ne vous n'ayez pas peur. Voilà ce que j'avais proposé. S'il y a des gens qui cherchent une sortie, allez au cinéma. Il y a beaucoup de films dans le film Alger. Alger, 187. À partir de 12 ans, Chakib le dit très bien, parce qu'il y a un petit peu, pas de la violence physique. Oui. Mais il y a de la tension. Il y a beaucoup de tension. D'où le sujet lui-même. Mais on peut aller le voir en famille avec Hier, j'ai vu des pop-corn. Les gens étaient au cinéma. Ça m'a fait. La culture cinématographique. Ça m'a fait rappeler nos années quand on allait au cinéma. Et que nous, à l'époque, il y avait les Esquimaux, il y avait les placeuses. Des Esquimaux qui duraient 3 heures, tellement elle était glacée. Il y avait la placeuse qui vous plaçait. Je pense qu'il y a un réel retour. Et les salles étaient excellentes. D'un système sonore visuel. Il y a un retour, on peut souligner, comme tu l'as dit si bien, le retour vers les salles de cinéma. Voilà, le retour vers les salles, surtout quand il y a une offre, donc comme celle-ci. Je voudrais aussi parler un petit peu, rendre hommage un petit peu à l'équipe technique. Bien sûr. À l'équipe technique. J'ai rarement vu une équipe technique, chef-op, caméraman, régisseur, travailler en silence. Kabassamine et... Cabès, l'assistant, qui est sur tous les films. J'allais dire qui était derrière et pour remettre les gens dans la concentration. Et il ne fallait pas sortir. Et donc,
tous les techniciens étaient travaillés en silence. Et qu'est-ce qu'on a besoin du silence durant un tournage? Parce que c'est déjà compliqué. C'est compliqué, il faut vraiment cette être équipe, dans le... bravo. Et comment ce jeune réalisateur, au premier contact des comédiens qu'il connaissait à peine, il n'avait jamais travaillé auparavant avec des comédiens. Mais on a fait un casting, il a fait un casting carrément avec des comédiens connus, moins connus. Exactement. Et il a fait son choix et il les a dirigés en 27 jours. Voilà. Ça, je pense qu'il faut lui dire. Bravo à toute l'équipe, encore une fois. On salue Chakib qui voulait d'ailleurs être parmi nous ce matin, mais malheureusement, il est à Oran. Nous aurons l'occasion. Et que dans aussi une émission spécialisée pour le genre. Tu vas nous sortir quelque chose. Certainement. En tout cas, ça a été un plaisir. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Très belle réussite encore pour le film. J'espère qu'il voyagera beaucoup. C'est ce qu'on espère en tout cas. Est, ouest, sud, centre. Il faut qu'il soit vu. Et à l'international, pourquoi pas? L'international, c'est le but, Inch'Allah. Il faut qu'il y échange avec le public, c'est très important. Effectivement. Merci beaucoup, Hicham, d'avoir été parmi nous ce matin. Nabil, merci beaucoup. On se retrouve samedi prochain. Oui, Inch'Allah, pour un autre rendez-vous cinématographique. J'espère. Alors, pas gastronomique, cinématographique. Oui, il y aura Al Pacino, il y aura De Niro, mais on y travaille. Rendez-vous on rappelle juste le rendez-vous. Donc cet après-midi, à 14h à Cosmos Beta et à 19h à Chiraga. Au Garden, à Chiraga. Venez nombreux. Il y aura des séances photos et dédicaces, justement. Il y aura tous les comédiens. Magnifique. Merci beaucoup encore une fois. Merci Nabil. Donc à la semaine prochaine. Inch'Allah, on continue. Donc cette fois-ci, ça va être une balade à Alger qu'on vous propose à travers ces belles images. On se retrouve juste après. Cette fois-ci, donc, nous allons revenir à un événement phare de la semaine. Il s'agit donc de la célébration du 60e anniversaire de la faculté des sciences de l'information et de la communication. Je vous le disais ce matin, c'est l'une des premières dans toute l'Afrique. Nous en parlons ce matin en compagnie donc, du professeur Djamel Bouadjimi. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Nourouda. Alors professeur, bien sûr, vous êtes professeur au niveau de la faculté. Et lundi, mardi, donc, nous avons rendez-vous pour la célébration donc, de cet anniversaire. Alors on rappelle que c'est une faculté qui a été créée en 1964 et elle a fait beaucoup de chemin depuis, n'est-ce pas? Ah, exact. Donc c'était la première faculté, enfin pas faculté à l'époque, c'était une école. Une école supérieure de journalisme, donc l'école nationale supérieure de journalisme. Et elle a été créée en 1964, donc c'était les premières années de l'indépendance. Il y avait un vide, surtout sur le plan de la formation. Et il fallait justement une institution pour préparer un peu l'avenir de l'Algérie, surtout dans le domaine à l'époque, c'est surtout la presse. Donc le journalisme, les sciences de l'information, ce n'est qu'après qu'on va élargir à la communication.
Et elle a été créée donc en 1964 par les pouvoirs publics à l'époque et en coopération avec les autorités françaises, puisque la première année avait commencé avec seulement la section francophone en 1964. Il y avait le regretté Jamil Ben Dimrad à la tête de l'école, pour la partie algérienne. Et il y avait Francis Ball, qui est sommité dans le domaine de l'information et de la communication. Absolument, qui a été à la tête de l'Institut français de presse, etc. Et qui avait commencé comme directeur des études à l'époque à l'École nationale supérieure de journalisme d'Alger. D'ailleurs, lui-même, il le reconnaît, dernièrement dans une interview qu'on lui a fait justement pour l'occasion, il dit « c'était grâce à l'Algérie que je me suis retrouvé à l'université, surtout dans le domaine des sciences de l'information et de la communication. » Il était à l'époque, je crois, professeur de philosophie à Oran. Et on a fait appel à lui pour l'école, justement. Il a changé de statut, donc du lycée, il est passé à l'université. Comme ça a débuté comme ça, enfin sa carrière à lui. Bon, pour revenir à l'école, donc, on formait les premiers journalistes. La première année, c'était l'entrée était sur un concours. Et après, les professeurs, on se rappellera quand même de ces années que les promotions étaient très timides. Donc on parlait d'à peine une cinquantaine de... Non, la première promotion, il y avait... Bon, je parle des sortants, c'est-à-dire là, on a les chiffres exacts. En 1967, première promotion, c'était des études de 3 ans. Il y avait 12 étudiants qui ont été diplômés. 12 seulement. La deuxième année avait un peu plus de candidats parce qu'ils avaient ouvert à l'époque la filière arabophone. Donc ça a pratiquement doublé. Mais ça restait autour de 20-25. Quand on comparait avec aujourd'hui... C'est multiplié par 1000 environ. Presque, c'est-à-dire on a maintenant des promotions de 800, 700 étudiants, etc. Pour seulement la faculté des sciences de l'information, de la communication d'Alger. Parce que, bon, à l'époque, pendant très longtemps, il n'y avait que l'école supérieure de journalisme à Alger. J'ai dit que c'était la première à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle de l'Afrique, peut-être même du monde arabe. Je crois qu'il y avait, en Égypte, je crois qu'il y avait déjà, on enseignait le journalisme, mais dans les autres pays arabes, je crois que nous sommes les précurseurs. Et pendant très longtemps, la formation se faisait justement à Alger. Parce que, bon, il y avait eu une évolution de l'école. Elle a existé pendant une dizaine d'années, je crois que j'ai 1974, pardon. Et en 1974, il y avait une fusion avec l'IEP, l'Institut des études politiques. Donc, ça a donné l'ISPI, l'Institut des sciences politiques de l'information. Et c'était un peu une évolution qualitative parce que ça a permis justement d'élargir le champ de recherche à d'autres disciplines. Bon, un journaliste, c'est bien, on peut le former, on peut lui donner les techniques de rédaction, on peut comment faire un article, comment écrire, etc. Mais il faut qu'il écrive il faut qu'il y ait un support, c'est-à-dire il va écrire sur quoi? Il va écrire sur les sciences politiques, sur l'histoire, sur le sport. Donc il fallait un bagage. D'ailleurs, sous d'autres cieux, avant de faire des études de journalisme, il faut avoir d'abord une maîtrise en histoire ou en lettres ou je ne sais pas, ou en géographie pour pouvoir suivre des études de journalisme. Donc ça a permis justement d'élargir un peu le champ d'investigation, le champ de recherche, et je crois que ça a donné les meilleurs crus. Les meilleurs journalistes qu'on a eus, c'est des gens qui justement étaient issus de cette fusion-là, et cette aventure a duré jusqu'à pratiquement le début des années 80. Puis là-bas, en 83, pardon, il y a encore une division, c'est-à-dire que les sciences politiques, on a créé l'Institut des sciences politiques des relations internationales, et pour les sciences de l'information, on a créé l'ISIC, l'Institut des sciences de l'information et de la communication. Et là aussi, c'était un saut qualitatif parce qu'on a élargi à la communication. Avant, on s'occupait surtout des sciences journalistiques. Puis, il y a eu, d'ailleurs, c'était un peu l'explosion de la communication à cette époque-là. Donc, c'était la communication d'entreprise, la communication institutionnelle, et puis tout ce qui suit avec, le marketing, la publicité. Donc, on est en plein dans les sciences de l'information
et de la communication. Surtout que ça a aussi coïncidé avec le tournant décisif par rapport à l'ouverture du marché. Absolument. Fin des années 80. Fin des années 80. Voilà, l'économie du marché. Absolument, absolument. C'était quand même une époque très importante où on a vu une floraison des journaux qui sont apparus, beaucoup de chaînes. Il y avait aussi les chaînes satellitaires qui commençaient à apparaître. D'ailleurs, pour le 60e anniversaire, on a invité beaucoup de fruits un peu de l'institution qui vont venir un peu discuter avec, c'était un peu l'ancienne génération et la nouvelle génération. Le pont, finalement, absolument. Entre les deux générations. Alors, professeur, justement, toujours dans cette évolution de la faculté, toujours cette évolution qualitative, aujourd'hui, la faculté, et on parle beaucoup de laboratoires de recherche, et il y en a plusieurs laboratoires de recherche, justement, au niveau de la faculté, qui permettent, encore une fois, cette floraison dans la recherche, tout ce qui concerne donc l'information et de la communication. Absolument. Mais moi, je voudrais quand même revenir à autre chose avant d'aborder le problème des laboratoires. Le laboratoire, c'est, disons, les 10 dernières années. Oui. Mais ce qui est important à dire dans ce domaine, surtout dans le domaine des sciences de l'information et de la communication, c'est que si jusqu'aux années 80, à la fin des années 80, il n'y avait qu'Alger qui formait, c'est-à-dire il y avait une seule école. Oui. J'ai parlé de l'École nationale supérieure de journalisme, de l'Institut des sciences politiques de l'information, de l'ISIC, Institut des sciences de l'information et de la communication, donc, qui est un peu l'héritier de l'ancienne école. Il n'y avait que ça, il n'y avait que ça à Alger. Et pratiquement, dans toutes les autres universités, centres universitaires d'Algérie, il n'y avait pas d'études des sciences de l'information et de la communication. Et à partir justement des années 90, fin des années 90, début des années 90, il y avait pratiquement une explosion peut-être pas d'institut, mais de département des sciences de l'information et de la communication. Et ça, c'est pour faire un peu une comparaison avec les 12 ou 13 lauréats qui sont sortis en 1964. On s'est retrouvé maintenant avec pratiquement une quarantaine d'institutions entre les universités, les centres universitaires, les écoles, qui forment en sciences de l'information et de la communication. Et ça, c'est très important. C'est pour dire l'importance aussi du domaine. Puis, parce qu'il y a une demande aussi. Il y a une demande. C'est vrai que je ne dis pas que tous ceux qui sortent de chez nous trouvent du jour au lendemain un travail, non, mais c'est-à-dire que le champ est très vaste. Surtout lorsqu'on l'a élargi à la communication. Donc on ne forme plus pour le journalisme, donc pour les organes de presse, quel que soit tout organe confondu, soit en audiovisuel ou en communication ou en journalisme, mais c'est-à-dire pratiquement pour tous les domaines, surtout dans le domaine où on a besoin de communicateurs. Ça, c'est important. Et bien sûr, donc, le champ de recherche, le champ d'investigation, il a été élargi. On est arrivé maintenant. Nous avons effectivement des laboratoires, je crois que nous avons 4 qui produisent. On a régulièrement maintenant pratiquement 2 à 3 séminaires, quelquefois c'est des séminaires internationaux, c'est-à-dire qu'on a des invités de partout à la faculté. Et il y a quand même une dynamique qui est assez importante actuellement. Effectivement. Alors, juste, on va peut-être terminer sur ce qui nous attend lors de ces 2 jours, le 9 et le 10 du mois de décembre, donc lors de la célébration. Bien, alors là, l'idée, c'est un peu de regrouper les anciennes générations et les nouvelles générations. Donc, nous avons invité quelques-uns, bon, c'est des gens qui ont 80 ans maintenant, 70-80 ans, des fois plus, donc qui vont être avec nous, qui vont un peu nous parler de leur expérience, des embûches et aussi des moments heureux qu'ils ont passés. Il va y avoir donc la génération intermédiaire, surtout maintenant ce que j'appelle moi les stars de la télé qui sont dans les télévisions satellitaires au Moyen-Orient ou dans d'autres pays. Nous avons des gens qui viennent d'Amérique, qui viennent du Canada, des pays du Golfe, etc. Donc on va essayer de confronter un peu leur expérience et de discuter
avec les générations nouvelles. Et il va y avoir bien sûr ceux qui sont aujourd'hui dans le domaine, donc des gens qui ont votre âge. Vous aussi, vous avez été mon étudiante. Oui, effectivement, j'ai été votre étudiante. J'ai eu l'honneur d'être votre étudiante. Qui sont un peu dans le domaine aujourd'hui. Aussi, hein, oui, ça j'ai discuté avec elle tout à l'heure. Et ça, justement, je pense que ça va être un peu le clou de la manifestation. C'est ce brassage-là, avec cette discussion, etc. Donc, il va y avoir une table ronde qui va être animée par des enseignants de l'université et aussi des professionnels. Donc, pour parler de tous ces problèmes-là, ce n'est pas des problèmes, c'est-à-dire l'évolution de l'enseignement à la faculté depuis la création de l'école à la faculté. On va essayer de faire une synthèse, de voir un peu les points forts, peut-être aussi s'il y a des points faibles, pourquoi pas. Des recommandations. Et des recommandations. Ça nous permettra surtout donc d'avoir un petit recul et de faire une synthèse de ce que nous avons enseigné depuis 1964 aujourd'hui. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup, professeur, d'avoir été parmi nous ce matin. Rendez-vous pris donc, pour le 9 et le 10 décembre, Inch'Allah, pour la célébration du 60e anniversaire. Tout le monde est convié. Bon, c'est-à-dire que les professionnels sont conviés. Sont invités. Voilà. Merci beaucoup, professeur, encore une fois, d'avoir été parmi nous ce matin. On continue. Et cette fois-ci, donc, nous allons à la rencontre d'un recycleur en compagnie de Samia Bouareur. On se retrouve juste après. Insufflé par la tendance déco, brocante et récup, relooker ces meubles anciens est désormais très courant chez nous. J'ai commencé le bricolage très jeune déjà. Ensuite, j'ai développé ça pendant le confinement. Je passais mon temps à rénover mes meubles et je postais des photos dans des groupes de recycleurs. Ça a fait un buzz sur les réseaux sociaux. Les gens ont commencé à me contacter pour relooker leurs objets et meubles. L'aventure a commencé ainsi. Abbas Hamtine le fait très bien. Porté par ses idées, Abbas passe des heures et des heures dans son garage pour créer, rénover et redonner une nouvelle âme aux meubles ou pièces anciennes, pour satisfaire ses clients. Chaque meuble a une histoire qui nous fait rappeler une personne, un souvenir. Et j'ai reçu des clients qui avaient les larmes aux yeux en voyant leurs meubles sauvés et récupérés. C'est ma plus grande satisfaction. Chez Abbas, rien ne se perd. Tout se transforme pour arriver à une création unique en forme et en couleur. Sa formation d'ingénieur en technologie et sa maîtrise de la chimie l'aident beaucoup pour perfectionner ses œuvres. 90% de mon travail se base sur la chimie entre les couleurs et les matières. Tout est étudié pour arriver à une couleur nette et uniforme sans défaut. Le relooking est en ce moment au top du trending et des nouveautés. Ce métier demande beaucoup de patience. Il faut toujours ajouter une touche personnelle pour créer des pièces uniques. Il ose et s'adonne à sa passion pour donner une seconde jeunesse à toutes ces pièces récupérées. Une belle aventure qui dure depuis des années et qui fait beaucoup d'heureux. Et de retour sur le plateau, et à présent, nous allons nous intéresser à la boxe, mais d'un regard un peu particulier, puisque nous allons parler du côté thérapeutique. Alors, ne me posez pas de questions, je ne saurais rien vous dire. Par contre, on va poser toutes les questions à notre invité qui, lui, justement, a pensé à joindre, on va dire, la boxe à la thérapie. Il s'agit de Kamal Abdeslam. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci pour l'accueil. Alors moi, vous savez, depuis 2 jours, je me dis, oui, la boxe-thérapie, peut-être qu'il y a une faute de frappe, peut-être que c'est pas ça, peut-être qu'on n'a pas compris. Alors, la boxe et la thérapie, on a du mal. Hein. Ouais, je peux le comprendre, hein, parce que la boxe a une connotation violente. Effectivement. Donc forcément, la boxe, c'est Mohamed Ali, Mike Tyson, c'est tous ces grands champions. Et après, quand on revient à tous ces champions, on voit qu'à la fin de leur vie, ils finissent toujours par une maladie. Donc on se dit, et pourtant. C'est un sport dangereux, c'est très vrai.
Mais moi, je l'utilise pour la santé mentale, pour le bien-être des gens. Et bien entendu, il n'y a aucun coup porté sur le visage. Il n'y a aucun danger pour la personne. Et du coup, pourquoi box thérapie? Parce que c'est un accompagnement psychologique à travers ce sport. Donc, Ça se passe comment? Ça se passe comment? On fait un petit entretien. Moi, je suis diplômé en psychologie du sport. Donc, j'ai des aptitudes, j'ai envie de dire, et des connaissances modestes, mais suffisantes pour accompagner des gens. Et l'idée, c'est d'aller vers le mieux-être. Voilà, j'ai une petite dépression, j'ai un petit moins bien, j'ai un problème de confiance en moi, j'ai du mal à gérer mes émotions. Ah, c'est un spectre quand même assez large. Hein. C'est assez large, c'est vraiment tout ce qui va toucher autour de la santé mentale. Et donc l'idée, c'est de les accompagner et d'offrir des outils afin qu'ils puissent être autonomes face à des difficultés. J'ai toujours du mal. Je vais donner un exemple. Expliquez-nous, voilà, donnez-nous un exemple. Quelqu'un qui a du mal à contrôler ses émotions, notamment sa colère. Oui. Ben, l'idée, c'est de lui offrir un espace où il va pouvoir exprimer sa colère. S'extérioriser finalement. Extérioriser sans se mettre en danger, sans mettre en danger les autres. Et l'idée, c'est de lui offrir aussi des outils pour qu'il puisse s'apaiser. D'accord. Parce que voilà, on vit en société, ce qui nous permet de vivre ensemble, c'est notre capacité à se contrôler. Sauf que parfois, c'est compliqué et c'est normal. On a tous des émotions, la colère, c'est une émotion légitime. Je donne la colère comme exemple. Donc il y en a, ils vont extérioriser de façon spontanée, mais pas adaptée. Donc ils vont mettre en danger les autres ou soi-même. D'autres, c'est le contraire. Ils ne vont pas l'exprimer. Et donc du coup, ils vont se mettre en danger de façon intérieure. Ça va s'exprimer par des angoisses, ça peut être dépressions, rumination, dépression, tout ça. Donc l'idée à ces gens-là, contrairement aux autres, on va apprendre à se calmer, à se contrôler, c'est de pouvoir exprimer ça de façon sécuritaire dans un espace qui le permet. D'accord. Et donc, c'est finalement de la psychologie, carrément, que vous faites. Et donc, c'est un entretien qui se fait au préalable. Ce sont des séances de psychologie qui se font au préalable. Par la suite, on passe Exactement. à l'action. L'entretien, il permet de définir des objectifs. D'accord. L'idée, c'est que les séances soient... C'est un peu un coaching. Oui, c'est du coaching. L'idée, c'est que les séances soient le plus adaptées possible en fonction des objectifs de la personne. Et bien souvent, les gens, ils ont du mal à définir des objectifs parce qu'ils sont dans le trouble, ils vont trop mal pour avoir les idées claires, j'ai envie de dire. Donc l'idée, c'est de les accompagner à définir des objectifs personnels et de pouvoir proposer des exercices adaptés. Et comme j'ai l'habitude de dire, un objectif d'un jour n'est pas l'objectif de toujours. Donc c'est pour ça, à chaque séance, il y a un nouvel entretien pour qu'il y ait une temporalité, j'ai envie de dire, il y a une... palpable, peut-être. Qu'il y ait un objectif adapté à la temporalité. D'accord. Et donc, c'est un suivi qui se fait à long terme ou par la suite, donc une fois qu'on arrive à un objectif, la personne, donc elle peut, j'ai envie de dire, voler de ses propres ailes. L'idée, c'est ça, c'est d'accompagner les gens pour qu'ils soient autonomes. C'est pour ça le mot autonomie, pour moi, il est très important. Donc, c'est des exercices. J'aime travailler sur des cycles de 8 séances, 10 séances maximum. Même si on ne va pas au bout des objectifs, c'est pas bien grave. Comment une semaine, une séance par semaine. Une séance de sport. Une séance de sport, mais avec des objectifs thérapeutiques. Et donc l'idée, c'est d'offrir un cycle de 8 à 10 séances et que derrière, la personne soit autonome. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se revoir, mais l'idée, c'est qu'on se voit le moins possible après ces 10 séances, malgré tout. D'accord. Et donc, ça se fait dans un ring avec une autre personne Ça se fait dans des structures médicalisées, ça peut se faire dans les salles de sport, ça se fait en clinique, ça peut être avec des femmes atteintes de cancer, des gens victimes de violences, des enfants handicapés, vraiment des personnalités publiques, des hommes d'affaires. Le champ d'action, il est quand même très très large. Et comment elle a été perçue finalement cette approche par, on va dire, vos patients? Plutôt avec, j'ai envie de dire, ils sont venus sur la pointe des pieds avec beaucoup d'interrogations, de peur. Comme moi aujourd'hui, en fait. Bien sûr, moi je peux comprendre, c'est un sport qui peut faire peur lorsqu'on ne connaît pas. Mais ce sport, je trouve qu'il a un pouvoir. Juste le fait de mettre des gants, ça va agir sur la personne, ça va lui donner de la force, parce qu'elle va se dire, je fais quelque chose qui me semblait impossible. Et ça, c'est génial. Pour la confiance, pour l'estime de soi, c'est incroyable. Est-ce que vous avez des résultats pour l'instant ou vous êtes encore en train de travailler? Non, ça fait une dizaine d'années que je travaille dessus. Je travaille avec une équipe médicale, donc je ne suis pas tout seul, il y a un psychiatre, une neuropsychologue, une psychologue, un préparateur mental. Moi-même, je suis préparateur mental. Donc, on est vraiment une équipe assez complète pour accompagner les personnes. Pluridisciplinaire aussi. Pluridisciplinaire. C'est ce qui donne de la richesse à l'activité, finalement. C'est pas moi, coach sportif ou éducateur. Non, c'est toute une équipe autour du patient ou d'une personne lambda, j'ai envie de dire, qui va être mobilisée pour le bien-être.
Ah bah, et donc, ça se démocratise un peu Ça commence à se démocratiser gentiment. Et l'idée, c'est vraiment de déployer ça sur tout le territoire algérien, Inch'Allah, et de pouvoir faire bénéficier de j'ai envie de dire, de ces bienfaits pour les gens qui en ont besoin, tout simplement. Alors, il y a notre réalisateur là qui se pose plein de questions, tout comme moi d'ailleurs. Il se dit, du moment qu'on parle de boxe-thérapie, est-ce qu'on peut dupliquer ou appliquer cela sur d'autres disciplines, karaté, Clairement. Thérapie Bien sûr. C'est faisable? Pour moi, la boxe, c'est un média, c'est un prétexte. D'accord. C'est un prétexte pour aller mieux. Vous êtes boxeur, vous? J'ai été boxeur. Voilà. Ouais. Donc, J'ai été boxeur. c'est pour ça que finalement, il y a eu ce penchant, mais effectivement, Bien on peut le sûr. faire avec d'autres. Si j'avais été karatéka et que j'avais eu le même parcours professionnel, j'aurais appelé ça karaté-thérapie. Mais la boxe, voilà, elle a un pouvoir dans l'imagination des gens parce que pas grand monde connaît des grands champions de karaté, alors que les champions de boxe, tout le monde les connaît. C'est ça. Voilà. Donc voilà, ça, il y a ce pouvoir de l'ordre du fantasme, j'ai envie de dire, qui est assez fort. Eh ben, bravo pour ce que merci vous faites. beaucoup. Je vous souhaite une très très belle C'est continuation. très gentil. Alors, on vient de me dire à la pastille qu'il y a votre grand-mère qui est toute contente de vous voir. Oui, elle est trop fière, elle aime n'est-ce bien pas tout le monde. Voilà, alors on lui fait un petit coucou ce matin. à Un votre gros bisou, grand-mère. Nana. Je pense à toi. Apparemment, ça fait un bon bout de temps qu'elle ne vous a pas vu. Hein. Ah, non, pas si longtemps. Je Pas si longtemps que ça, oui, mais ça c'est une grand-mère. Hein. Si elle ne vous voit pas une semaine, c'est déjà beaucoup pour elle. Voilà. Allez, un grand coucou à votre Merci grand-mère. beaucoup. Et merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin, Kamel Abdeslam. Et on vous souhaite une très très belle continuation. C'est de ce que très vous allez gentil. entreprendre. À vous et toute votre équipe surtout. Et parce merci que ça reste beaucoup. quand même une équipe pluridisciplinaire. C'est Merci vrai. beaucoup. Merci. Et on continue. Cette fois-ci, nous allons à la rencontre des artisanes. Et c'est Feli Elchir qui les a rencontrées pour nous dans ce reportage. On se retrouve juste après. L'Union nationale des femmes algériennes a organisé une rencontre inédite au centre culturel Ahmed Ayed d'El-Biar, destinée aux créateurs, notamment les femmes au foyer, possédant un talent et un savoir-faire exceptionnels. Nous avons accueilli tous les artistes, notamment la femme, pour présenter leurs produits. Cet événement a offert aux artisans une opportunité de présenter leurs différentes œuvres, l'occasion aussi de partager leur passion. Dans un magnifique décor, parmi les exposants, Madame Goussem, qui a envoûté les visiteurs. Le crochet, c'est mon passe-temps. Et ça me permet d'être très détendue, ça enlève le stress. Je le recommande d'ailleurs aux gens. Ça enlève beaucoup le stress. Le fait de compter, d'avoir l'esprit dans le travail, ça permet de s'échapper. Je ne fais pas que du crochet. Ça c'est du comment on appelle ça, du canevas. C'est la pointe comptée. Alors, je fais du canevas. C'est des sacs. Voilà. Ils sont doublés entièrement. Et puis je fais des chapeaux, des ponchos, des petites poupées. Bon, et ça, il y a une ombrelle. Voilà. On peut s'accommoder avec une belle robe, une nariguée. C'est très joli aussi. Ça permet d'être plus belle encore, pas pour moi, pour les jeunes filles. Voilà. Et j'ai fait parallèlement du recyclage. Alors là, c'est un pantalon jean, et que j'ai recyclé. J'en ai fait un gilet. Quand je reçois des femmes, comme ça, ou des jeunes filles, elles sont attirées surtout par les sacs. Donc je leur fais beaucoup plus de sacs qu'autre chose. Et je fais des ponchos, voilà, avec de la laine spéciale. C'est une très bonne initiative. Qu'il y ait comme ça des endroits où on puisse se rencontrer entre nous, les artisanes, et qu'on puisse se donner des idées entre nous aussi. J'ai toujours voulu transmettre mon savoir. Certaines sont venues, mais d'autres non pas encore. Mais j'aimerais bien qu'elles viennent vers nous. Je suis une mordue du crochet. Ma spécialité, ma signature surtout, c'est la décoration murale, les mandalas et les vêtements. J'ai des châles, des capes, des vestes et une collection d'été. Chaque femme a un don
extraordinaire. Et chacune a sa touche. Même si on fait la même chose, le crochet, mais chacune a sa touche. Il y a de la création, de la créativité. On sent de l'amour dans leur travail, beaucoup de passion. L'artisanat brillait par sa diversité. Bijoux, bougies parfumées, couffins traditionnels, tenues riches en motifs ancestraux. L'art culinaire était à l'honneur avec un chef cuisinier dévoilant des recettes authentiques et savoureuses. Aujourd'hui, je présente mes confitures. Voilà, j'ai des confitures لكاين درت تاع النجاص درت تاع الخوخ درت تاع العينه درت تاع القرص والتشينه درت تاع العنب. La cuisine, c'est toute ma vie. Déjà, je ne peux pas rester sans cuisiner. Je suis tout le temps debout à la cuisine, je cuisine beaucoup et je fais les plats traditionnels. Les hommes algériens étaient également présents avec différentes tenues traditionnelles. Cette rencontre a mis en avant un mélange harmonieux de tradition et de modernité. La fierté d'un héritage culturel à préserver et à transmettre. Et voilà, c'était donc une rencontre avec les artisanes algériennes et c'est Faria Cherton qui s'est intéressée dans ce reportage. Et à présent, comme chaque samedi, on la reçoit et cette fois-ci avec une magnifique tenue traditionnelle qui vient d'être d'ailleurs classée il n'y a pas très longtemps. Amina, bonjour. Nour, ça va? Ça va, très heureuse de te retrouver chaque tu es magnifique samedi. aujourd'hui. Enfin, comme toujours, mais aujourd'hui, merci. c'est exceptionnel. Toi aussi, comme toujours, tu es toujours rayonnante et belle. Accueillante aussi. Donc, je dis bonjour à tous nos amis qui nous suivent en ce moment et je dis bonjour aussi à notre chère invitée, Madame Samia Oussadi, qui est dans ce beau monde de la création, de la haute couture et dans le monde des tenues traditionnelles algériennes. Donc, elle est styliste. Bonjour, مرحبا بك. شرفتينا بالحضور تاعك. Toujours une femme qui se donne à fond pour la préservation et la protection de notre habit traditionnel algérien. Oui, c'est ça. مرحبا بك. نور كاين واحد المثل الشعبي يقول لك اللي مكسي رزق الناس عريان. وكاين مثل واحد اخر يقول لك اللي ماهولك غير يعييك. صح. اي ما ميغ الله يرحمها تجيزي بوسيار الغربال وي الغربال يدور 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 يولي المولاتو يولي المولات يوات باسكو علاش زمان كانوا صواور يروحوا من دار لدار كيما طوابع في العيد فهمتي بصح يعاود يولي مولات الدار ناس با ساميه صح سي فري فوالا دونك حنايا اوني كونتون l'Algérie poursuit son combat pour la protection de notre tenue traditionnelle pour notre patrimoine socio-culturel algérien. Ça fait 2 jours, ça fait 3 jours d'un grand exploit. Donc le caftan, il est classé par l'UNESCO, il fait partie du patrimoine mondial culturel qui appartient à l'Algérie, notamment le Melhfa et le fameux قفطان القاضي. هذا هو يتشبه له شوية. Donc je suis très contente de m'habiller aujourd'hui par cette bonne dame qui est avec nous, Madame Samia القفطان قفطان القاضي اللي كان زمان يلبسوه لي جوج كما نعرفوا وكل حاجه عندها علاقه بالستره المرأة الجزائرية تحبه. Donc elle a adopté cette tenue qui est le caftan. On est en train de voir le détail de ton caftan. Regarde, c'est très très joli. Donc il est un peu serré, désolé, hein, il a été réalisé par Madame Samia. Donc جاني شوية مزبوط اسمحوا لي. Tu portes très très bien. يعيشك merci. Donc elle est là, Madame. Puisque vous êtes dans ce monde de création, est-ce qu'on peut avoir une petite idée sur قفطان القاضي؟ قفطان القاضي سي بكري معروف بكري تلبس سيتي كما قال سيتي توني رويال.
royale. C'est une tenue royale. Sauf que avant, Bakri, on ne connaissait pas le satin. Bakri, c'était soit du brocart, soit du velours. D'accord. Quand on dit le velours, c'est le dillois. D'accord. Il n'y avait pas le velours allemand coton et tout. Mais وشنو كانت فيها كان يزيد فيها نص طرزة. عندنا الشعرة، عندنا الفتلة، عندنا المجبود. وشنو سي على main. Juste pour préciser un petit détail très important, نعندك دايما c'est que نور قفطان القاضي مخدوم il est fait de velours. مخدوم بالvelours والمجبود qui est une technique, une broderie qui est connue à l'est algérien. خدموا به القندورة، جبت فرقاني. Donc juste pour préciser ويعرفوه الناس في الخارج باللي هو مخدوم بالقطيفة، n'est-ce pas? Oui. دونك هذه هي مخدوم بالقطيفه. واليوم تانيك قفطان القاضي il a eu un très grand prix aux États-Unis par une styliste qui vit justement aux États-Unis, Madame Samira Ben Saïd, qui a réalisé, elle a participé aussi dans un grand événement sur les tenues du monde entier, et donc la tenue Al-Qadi, Qftan Al-Qadi a eu le premier prix. Donc مبروك علينا, je donne cette information en exclusivité. مبروك علينا ومبروك على الجزائر. Elle est venue aussi habillée en بدرون. C'est le بدرون qui est aussi une ancienne tenue algérienne كانت تلبسها العروسة زمان باش ما تلبسش لا غوب بلانش. في وقت الاستعمار كانت تلبسوا في التصديرات تاعها الاخرى باش ما تلبسش لا غوب بلانش. Donc elle est venue habillée aussi par ce beau بدرون qu'elle a réalisé hier. يعطيك الصحة, on est en record finalement. احكي لنا شوية على البدرون. Le bedron est un vêtement traditionnel. Alors là, nous avons une très très belle. فضيلة زيرية, très belle. شيخة تيطمة, فتيحة بربر. Donc c'est un vêtement traditionnel, nuptial féminin, typiquement algérien. D'origine de la ville d'Alger. De la ville d'Alger. Et donc c'est vrai qu'il était très simple, il n'y a pas de broderie, il n'y a pas. Mais bon, on le réalisait avec du brocart. D'accord. Mais sauf que à l'époque, on ne le portait pas parce que c'est tout le monde porte la même chose. C'était un seul modèle en une seule manche. D'accord. بدرون زمان, c'était un bedron en une seule manche. D'accord. C'est معروفة هذه. Juste après, بداو moderniser وفيه. D'accord, ils l'ont modernisé, voilà. Donc فضيلة زيرية الله يرحمها. C'est comme un casaca. Soit une chemise fouqa, ou sinon c'est assemblé, il n'y a pas de coupure. Et on le porte en une seule pièce. D'accord. Et vous l'avez aussi revisité, modernisé. Oui, là c'est comme une chemise. Avec une cravate. Oui, là c'est. D'accord, la cravate elle est. Oui, c'est collé. D'accord, je pensais que c'était. D'accord. Non, c'est collé. C'est joli ça. Voilà, la cravate elle est collée. D'accord. Avec l'encolure V. C'est une création carrément, finalement, oui. Donc là, c'est un bedron revisité. Donc le bas c'est un pantalon d'or, voilà. Et le haut, c'est genre de chemise avec un col cravate. Là, j'ai donné une touche de fetla. La ceinture, elle est travaillée fetla avec des pierres. D'accord. Et donc, et là, aussi avec le fetla, qui est très simple, elle est belle. Très simple et beau. Qu'on trouve aussi dans les caracs ou... Exactement. Là, on la trouve partout. Soit kerakou, robe de maison, robe d'hôtesse, caftan, même des robes bonnoises. Les robes tlemceniennes. C'est ce qui est magnifique avec la tenue traditionnelle algérienne, Amina, parce que pour la même tenue, nous avons des dérivés. Donc la même tenue, on peut faire une tenue tal'ars, une tenue ta'tstera, une tenue de kahwa al-ashia, une tenue al-kharja, une tenue... Même pour la même, il y a plusieurs dérivés. Ce bedroun, on peut le mettre un après-midi, dans une fête. Passer avec à la télévision, qu'elle a l'Algérie, n'est-ce pas? Bonjour l'Algérie. Et puis ça arrange le hijabiyat, parce que Mstor,
Donc moi je trouve qu'il est sublime, il est très beau. En plus réalisé en un temps record. Oui. et vous avez, racontez-nous un petit peu cette belle histoire d'amour entre vous et le monde de la couture. Moi, la couture, je l'adore. C'est comme si elle coule dans mon corps. C'est un héritage, vous l'avez appris oui, ma mère, elle a appris les sœurs blanches. Mais moi, quand on était jeunes, les vacances, on passait notre temps à faire de la broderie, point de croix. Alors que le point de croix, on le faisait sur des sacs semoule. Oui, avec de la laine. Donc on faisait de la broderie, on faisait les aiguilles, le crochet. Le crochet, oui. Mais moi quand j'étais jeune, j'adorais l'aiguille. Ce qui était fin. Donc, oui. Je travaillais toujours, déjà même jusqu'à maintenant, quand je réalise quelque chose, je commence d'abord par le monter avec l'aiguille Khetoubra. À l'ancienne. Je fais toujours un prototype. À l'ancienne. Quand je vois que c'est bon, j'entame la machine. Très bien, très bien. Donc voilà, donc moi j'ai commencé bon, je dirais pas très jeune. Bon, le مسيرة تاعي الدراسية لحقت لي حتى الترمينال. J'ai passé 2 fois le bac. Dernier bac c'était en 94, deuxième bac, je l'ai pas eu, قبل CFPA. Donc voilà, j'ai fait le prêt-à-porter. En prêt-à-porter, on touche pas la machine, on n'a que l'aiguille et le fil. On faisait des pièces d'études. Tous ces des pièces d'études, lourd, les pointures en pointure, la broderie, la manche de la manche, les fentes. On réalisait la pièce à la main, pas de machine. Très bien. Mais juste après, quand j'ai eu mon diplôme en prêt-à-porter, je suis restée pratiquement 1 année à la maison, mais je pratiquais, j'exerçais avec des chutes, des trucs abîmés. Des vêtements abîmés à la maison. Donc je l'ai réalisé. Sinon, en prêt-à-porter, on faisait articles enfants. Bavoir, brassières, bavoir et des petites robes comme ça, jasubles des enfants. Juste après, j'ai terminé, j'ai continué. J'ai fait le tailleur. J'ai eu un TS en tailleur. En tailleur, là, on a fait la coupe, la gradation, كيفاش تطلعي d'une taille à une autre, parce qu'il y a des mesures. On a fait le dessin technique. Dessin technique, comment réaliser, on fait un dessin, comment réaliser, comment faire le montage de l'article. C'est complexe, hein, finalement. Oui. Hein, c'est pas aussi Juste simple que cela paraît. Hein. C'est un art. Quand j'ai eu le tailleur, avec le tailleur, j'ai fait le stylisme modéliste. Donc il y a une continuité. Très bien. Bon, le stylisme modélisme là, on a fait le dessin de mode, le moulage, le patronage, l'hygiène et sécurité, l'informatique, le marketing, tout ça, c'est داخل في stylisme modélisme. D'accord. Très bien. Donc, je voulais juste dire, Nour Lhouda, que, bon, on a parlé du kaftan, mais il y a aussi le melhfa qui a été classé comme patrimoine mondial par l'UNESCO, qui appartient à l'Algérie. Le melhfa et aussi le gandoura. Le melhfa aussi qui est un élément ancestral. C'est vrai que quand on dit le melhfa, on dit shawiya, mais le melhfa, on la trouve un peu partout en Kabylie. Le melhfa, les déroha non, le fota aussi, le melhfa, il y a des régions qui mettent le melhfa avec des fibules, le bzima, le bzim, voilà, qui الناس بزاف ما يعرفوش, donc le bzima. Et aussi في ولاد نايل اللبسه النايليه ثاني كي في المنطقه الشاويه ثاني كبسكره يفون الملحفه. دونك ملحفه c'est un élément ولا تقدري تقولي une tenue, c'est une tenue algérienne qu'on trouve un petit peu partout dans le territoire national. Donc on était tout contents, on était vraiment, moi personnellement j'étais toute contente d'apprendre qu'il y a des gens qui se battent aujourd'hui pour notre patrimoine culturel. Moi j'ai fait. Tu l'as toujours dit, c'est ce que je disais. D'ailleurs, c'est le combat de Amina Ziri. Exactement. Alhamdoulilah, هذا النضال تاعنا ما راحش خساره. وحنايا quand il s'agit de notre patrimoine, أرضنا، أصالتنا، تراثنا، بلادنا، علمنا، يعرفونا الناس. On se bat pour tout ce qui est algérien.
Ça reste des éléments identitaires. Exactement. Voilà, donc Mbrouk Alina. Mbrouk Alina, encore une fois. Voilà. Effectivement, Inch'Allah, le classement plutôt de d'autres éléments. Nous avons beaucoup de richesses aussi à classer encore. Et puis, on félicite aussi toute l'équipe du ministère de la Culture qui travaille d'arrache-pied pour justement le classement sur plusieurs dossiers d'ailleurs de patrimoine. Et ça va certainement venir à l'avenir. Les femmes qui travaillent dans l'ombre aussi, les femmes et les hommes qui sillonnent le monde aujourd'hui pour faire connaître la vie traditionnelle. Melhfa, justement. Voilà, merci à nos collègues. Voilà, donc c'est le Melhfa avec le Bzima, أنا نشوفه فيها في بول اللي عنده تاني c'est un symbole qui appartient aussi à l'Algérie. Donc chaque élément a une signification et une histoire particulière. Exactement. Chaque article a son histoire. Effectivement. Exactement. Effectivement. Avant de se quitter, on peut avoir une petite idée sur le Bzima, justement. Le fibule, le Bzima, on ne peut pas dire que c'est un bijou kabyle, parce que il y a non, il est présent partout. Hein. Il est présent partout, justement. Shawiya, kabyle, Neili, Staifi, c'est tout le monde qui le porte. C'est juste pour attacher le foulard avec le D'accord. Au lieu de mettre une simple aiguille ou la épingle là, donc ils mettent la Bzima. D'accord. Voilà, donc c'est pour attacher encore une fois. En tout cas, avec Saha, d'avoir été parmi nous ce matin. Très belle continuation. Amina, merci beaucoup. En plus, tu reviens avec de très bonnes nouvelles aujourd'hui. N'est-ce pas? Inch'Allah, c'est ce qu'on espère. Donc, on se voit samedi prochain, plutôt lundi déjà, avec notre ami Radia Boulmaali, puis samedi pour une autre escale. Inch'Allah, merci beaucoup, Amina. Merci à vous d'avoir été parmi nous ce matin. Nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très, très agréable journée à tous. Vous retrouverez donc mon ami Radia Boulmaali dès demain à partir de 8h. Pour ma part, je vous retrouve vendredi prochain. Inch'Allah, excellente semaine à tous. Au revoir.